Vous écoutez France Culture. Suite et milieu ce soir d'une semaine consacrée à l'énigmatique Maurice Blanchot. N'espérez pas, évidemment, vous qui nous écoutez, peut-être une solution à l'énigme de son œuvre. Ceux qui viennent ici lui sont trop fidèles pour trahir sa parole, au point d'en dissiper le mystère. Si Blanchot est obscur, c'est que, de même que pour Nietzsche, la vérité se donne comme un mensonge supérieur au mensonge lui-même. Pour Blanchot, la clarté est un voile qui s'estompe avec la tombée de la nuit. C'est évident d'ailleurs. Qu'est-ce que la lumière du jour, sinon le voile qui recouvre les étoiles ? Il faut accepter donc l'obscurité comme un moyen de connaissance et l'opacité comme la façon la plus honnête de ménager le monde, de le comprendre avec tact en le laissant intact. C'est l'une des leçons de Nietzsche dont l'œuvre de Blanchot constitue explicitement et à son insu l'une des interprétations les plus fécondes. Manola Antonioli, docteur en philosophie et sciences sociales, auteur notamment de L'écriture de Maurice Blanchot, fiction et théorie, paru chez Quimet en 1999, est avec nous ce soir pour évoquer le lien que tisse en texte Maurice Blanchot quand il relit Nietzsche. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur France Culture. Alors on va se servir pour les besoins de cette émission d'un article magnifique de Maurice Blanchot, repris dans l'Entretien infini et publié d'abord dans la NRF en 1967, intitulé Nietzsche et l'écriture fragmentaire, dans lequel Blanchot décrit Nietzsche et donc, en d'autres termes, parle de lui-même. On y trouve des merveilles dans ce papier, et notamment, et je voudrais qu'on parte de là, si vous en êtes d'accord, l'idée que Nietzsche, c'est-à-dire ici Blanchot, pense le jour à une profondeur que la lumière n'atteint pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, Manola Antonioli ? Alors, il m'inspire que la lecture que Blanchot fait de Nietzsche est une lecture qui s'oppose à toute la tradition optique de la philosophie occidentale. En utilisant un terme de Derrida, on pourrait dire à toute son orientation héliotropique. Vous voulez dire tourner vers le soleil, vers le jour. Tourner vers le soleil et tourner vers le jour. L'orientation tournesol de la philosophie platonicienne, en somme. Donc Blanchot, dans toute une autre orientation, s'intéresse plutôt aux auteurs à partir d'Héraclite jusqu'à Nietzsche, pour arriver à René Char, qui travaille plutôt dans la semi-obscurité, on pourrait dire. Donc, qui arrive à traduire en écriture philosophique des vérités profondes, donc une forme de lumière, qui ne se réduit pas à une forme optique. Est-ce que cette obscurité vous semble allusive ou elliptique, Manola Antonioli ? Est-ce qu'il s'agit de concentrer finalement en peu de mots, à la façon des aphorismes nietzschéens, faire sonner des vérités utiles, comme dirait Céline, ou bien est-ce qu'il s'agit d'être au contraire allusif en présumant que le lecteur sait de quoi on parle ? Ni l'un ni l'autre. Dans le cas de Nietzsche, il s'agit plutôt de la forme de l'écriture, qui est une écriture fragmentaire à laquelle Blanchot a consacré cet article dans la NRF et toute une section de l'Entretien infini, et qui consiste effectivement à diffracter la totalité de la pensée et à imposer pas seulement une forme conceptuelle, mais aussi une force du style. Donc Blanchot, dans l'Entretien infini, est par exemple très influencé par l'article de Derrida sur force et signification qui ouvre l'écriture et la différence. Et donc, ce qui déjoue les stratégies optiques et la présence de la lumière est effectivement la force du style de Nietzsche. Donc, c'est le fragment qui devient l'écriture fragmentaire qui devient chez Blanchot vraiment la marque du style nietzschéen, qui va bien au-delà de la philosophie nietzschéenne telle qu'on pourrait la réduire dans une forme systématique à des notions telles que le surhomme, l'éternel retour, la mort de Dieu. Mais de toute façon, dès qu'on réduit Nietzsche à une lecture systématique, on se trompe d'objet. On perd l'objet en voulant le saisir intégralement. Parce que pour Blanchot, Nietzsche est par excellence le philosophe qui déjoue l'idée de système. Elle la déjoue notamment par son style et par son écriture fragmentaire. L'esprit de système est toujours l'indice d'un manque de probité, dit Nietzsche. Alors on va revenir sur l'écriture fragmentaire et l'héritage nietzschéen à l'œuvre dans le travail de Blanchot, notamment dans l'écriture du désastre, où il cite Nietzsche, mais plus profondément d'ailleurs, il le met en œuvre. Mais avant de parler de l'écriture fragmentaire comme telle, un petit point, justement dans l'écriture du désastre, Blanchot dit ceci: « Est-ce que tu as souffert pour la connaissance ? Cela nous est demandé par Nietzsche, à condition que nous ne nous méprenions pas sur le mot souffrance. Le subissement
le pas du tout à fait passif en retrait par rapport à toute vue, tout connaître. À moins que la connaissance ne nous porte, ne nous déporte, étant connaissance non pas du désastre, mais comme désastre et par désastre, frappé par elle, cependant non touché, face à face avec l'ignorance de l'inconnu, ainsi oubliant sans cesse. On a toujours le sentiment, quand Blanchot parle, et en particulier quand il parle de Nietzsche, que l'objet qu'il se donne à saisir lui glisse entre les doigts. Alors, il y a aussi dans ce que vous venez de lire une certaine idée de souffrance liée à la pensée, et notamment liée à des pensées limites, comme les appelle Blanchot dans l'entretien infini, parce qu'il y a toute une section sur l'expérience limite qui évoque Bataille et Héraclite, et notamment Nietzsche, dans lequel il s'agit d'endurer des pensées qui dépassent les pensées auxquelles nous sommes habitués dans la tradition occidentale à partir de Platon. Et pour Blanchot, la pensée que Nietzsche a dû vraiment endurer jusqu'à la folie est la pensée de l'éternel retour, comme la pensée, effectivement, qui met en cause toute orientation téléologiquement orientée de l'histoire et de la pensée. Alors, quand vous dites téléologie, il faut rappeler à l'auditeur qu'il s'agit d'une pensée orientée vers un but, un télos en grec. Donc, la pensée téléologique, c'est une pensée qui est ordonnée par la perspective d'un but. Or, avec l'éternel retour, Nietzsche propose le modèle d'une pensée sans téléologie, justement, sans but. Et il y a un essai très intéressant dans l'entretien infini qui s'intitule « Sur un changement d'époque, l'exigence du retour », dans lequel Blanchot met en lien, comme il le fait très souvent, Nietzsche et Hegel, dans une opposition que lui-même appelle une opposition complètement mythologique, parce qu'on ne peut pas penser complètement Nietzsche du côté du fragmentaire et du discontinu, et Hegel complètement du côté de la totalité et de l'absolu. Ah bon ? Pour le deuxième terme, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous. Il me Ça semble que dépend. Hegel est le plus systématique de tous les esprits, justement. Blanchot, oui, mais en même temps, Blanchot considère que même chez Hegel, il y a la conscience que la totalisation est impossible. Donc, il considère que même Hegel ne se réduit pas totalement à l'idée d'absolu. Et dans ce texte, il y a effectivement l'idée que nous sommes déjà en 69 à l'époque de l'écriture de l'entretien infini, mais nous y sommes encore, à une sorte de tournant dans lequel nous sommes en train de changer d'époque. Et notamment, nous sommes en train de changer d'époque parce que nous sortons de ce qu'on peut appeler l'histoire. Si au moins, par fin de l'histoire, on n'entend pas, par exemple, c'est qu'a pensé Fukuyama dans les années 80, une pacification du monde et une fin des conflits. Une démocratisation, en somme, des sociétés, ultime comme fin de l'histoire. Mais l'impossibilité de trouver un sens total. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que Blanchot, lecteur de Heidegger, pas seulement de Nietzsche, considère que ce qui détermine cette sortie de l'histoire est la technique. Parce qu'on a l'habitude de penser que Blanchot est toujours enfermé dans l'isolement de la littérature et de la méditation. En réalité, comme vous le disiez lundi, il est dans une solitude qui est extrêmement ouverte. Et donc, il est extrêmement attentif à ce qui se passe dans le monde. Notamment, il attribue une importance essentielle au rôle de la technique. Dans toutes ses formes, la médiatisation, la publicité, la découverte des lois fondamentales de la matière. Et donc, c'est la technique pour lui qui fait que nous sommes en train de sortir effectivement de la période historique, celle qu'elle a été conçue à partir du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et que l'éternel retour est une pensée limite, justement, qui nous permet de penser en dehors de l'histoire, même si nous n'avons pas encore les concepts ni le langage pour penser cette sortie de l'histoire. Alors, je renvoie l'auditeur au paragraphe où la formulation de l'éternel retour est la plus explicite, c'est le paragraphe 341 du Gai Savoir, intitulé « Le poids le plus lourd ». C'est un paragraphe également dans lequel Nietzsche évoque la solitude la plus reculée de l'individu qui reçoit la visite de l'ange et qui lui propose de revivre à l'infini tous les événements de son existence, les bons comme les mauvais. Et cette solitude la plus reculée, Blanchot l'interprète et la reprend à son compte, notamment dans l'écriture du désastre. Il dit ceci, et c'est ce qui faisait penser d'ailleurs à une solitude ouverte: « Il n'y a pas de solitude si celle-ci ne défait pas la solitude pour exposer le seul au dehors multiple. » On a ça déjà chez Nietzsche, l'idée qu'il y a une mauvaise solitude qui enferme sur soi et une bonne solitude qui est en somme profondément et fondamentalement ouverture et déclin. Et Blanchot insiste aussi beaucoup sur la difficulté qu'a Nietzsche lui-même de trouver une formulation adéquate à la pensée de l'éternel retour. Donc une formulation qui peut être une formulation comme une hypothèse cosmologique, comme une hypothèse éthique. Formulation qu'il multiplie dans le Gai Savoir, dans le Zarathustra, dans sa correspondance, sans arriver
pratiquement pas à trouver le langage adéquat, lui non plus. Donc c'est effectivement, cette solitude nietzschéenne est due à la recherche d'une sortie d'une pensée qui annonce quelque chose d'autre que nous n'avons pas encore trouvé d'ailleurs. Et Blanchot lui-même parle de Nietzsche comme d'un penseur qui fait sortir la pensée de la pensée. Ce qui est à comprendre d'ailleurs de deux façons. Il l'écrit en français, donc on peut s'en tenir au texte lui-même, hein. Sortir la pensée de la pensée, c'est à la fois faire surgir la pensée de la pensée, c'est également affranchir la pensée des cadres conceptuels qui sont ceux traditionnellement systématiques de la pensée au sens le plus cartésien du terme. Et il y a un mouvement qui est très proche de celui des Derrida, pratiquement dans la même année, dans lequel il essaie lui aussi de sortir de la pensée, en essayant effectivement de déjouer les oppositions métaphysiques sur lesquelles la philosophie occidentale s'est constituée, ou toujours à la même époque, le travail de Deleuze, Indifférence et répétition, dans lequel il essaye de renouveler en profondeur l'image traditionnelle de la pensée. Donc on peut penser comme une constellation de philosophie qui se développe à peu près à la même époque, entre les années 67 et 69, qui sont toutes engagées dans cette exigence profonde de renouveler la pensée dans le langage, dans la forme, mais aussi dans le concept. Et de penser surtout l'altérité. L'altérité non plus comme l'alter ego, mais comme l'autre, maintenu, préservé dans l'énigme de son altérité. Quand Blanchot parle de Nietzsche, il ne le préempte pas, il ne le prend pas pour lui. Il lui reste fidèle en étant simplement fidèle à lui-même d'ailleurs. Et le texte qui vient immédiatement à l'esprit en lisant ces textes de Blanchot dans l'Entretien infini, même si Blanchot ne cite jamais expressément ce texte, c'est le geste, par contre, d'appropriation qui m'a paru toujours extrêmement violente, que Heidegger fait à l'égard de la pensée de Nietzsche, qui devient un précurseur de Heidegger en définitive. Oui, le livre de Heidegger sur Nietzsche est un livre de Nietzsche sur Heidegger. Ou un livre de Heidegger sur Heidegger, où il essaye de faire de Nietzsche son précurseur, d'une certaine manière. Alors, avec un geste, ce sont deux livres, hein, parce qu'en deux tomes, Nietzsche 1 et Nietzsche 2, magnifiques, mais en même temps qui correspondent plutôt à Heidegger qu'à la pensée de Nietzsche. C'est fascinant quand même, ces diptyques, hein, ces couples de philosophes qui discutent entre eux. Alors, soit l'un est mort et l'autre l'interprète, soit ils vivent au même moment et ça donne Blanchot et Lévinas. Fabienne Thibault et Starmania dans les nouveaux chemins de la connaissance pour faire plaisir à François Connac qui adore la variété française. Manola Antonioli est avec nous ce soir pour parler de la relation, du texte, du tissage entre Blanchot et Nietzsche. Ce qui est très frappant dans l'article, donc Nietzsche et l'écriture fragmentaire que Blanchot donc consacre à l'écriture nietzschéenne, c'est qu'il part immédiatement de l'idée de différence et en cela d'ailleurs il fait penser à Deleuze qui dans Différence et répétition à peu près à la même époque essaie de penser la différence indépendamment de l'identité. C'est-à-dire l'altérité indépendamment de l'autre, indépendamment du moi, l'autre indépendamment du même ou du semblable, l'autre comme tel, la différence comme telle. Est-ce que dans ces conditions, on n'est pas condamné à penser la différence comme un mouvement perpétuel? Manola Antonioli. Le texte de Deleuze s'appelle Différence et répétition. Donc il s'agit de penser l'alternance entre les deux, c'est-à-dire non plus une identité d'un côté et une contradiction de l'autre qu'on pourrait réduire dans une synthèse de type hegelien, mais effectivement l'oscillation qui existe entre la différence et la répétition. Donc c'est un équilibre, hein, comme chez Deleuze et Guattari, celui entre la territorialisation et la déterritorialisation dans d'autres ouvrages comme Mille Plateaux.
Donc c'est un équilibre à chercher entre le même et l'autre, d'une certaine manière. Mais alors là c'est vraiment, il commence, hein, la première page, Blanchot dit il faut penser la différence, soutenir le pressentiment que la différence est mouvement et qu'elle s'inscrit, elle s'inscrit dans le devenir, de même que l'éternel retour fait pressentir que la différence s'éprouve comme répétition. L'éternel retour pour Blanchot, dans ses textes, notamment dans les textes de l'entretien infini, mais aussi plus tard, en 73, dans Le pas au-delà, est effectivement le moteur de la différence. C'est ce qui permet de penser la différence. Au niveau du temps, parce qu'il s'agit, comme on l'a dit, d'un devenir qui n'est plus téléologiquement orienté. Au niveau du sens, parce que le sens est multiple, il devient automatiquement multiple par la force du fragment, justement. Et donc, c'est effectivement la pensée limite qui nous permet de penser la différence et, comme le dirait Deleuze, le multiple. D'ailleurs, on oublie trop souvent que dans différentes répétitions, il y a une grande quantité de notes en bas de page dans lesquelles Deleuze renvoie à Blanchot. Et notamment, le concept qui l'intéresse le plus chez Blanchot, c'est le dehors, apparemment. Donc, c'est ce thème qui circule. Qui est un thème crucial chez Deleuze. Hein. Oui. Qui est un thème crucial chez Deleuze, puisque c'est l'impensable. C'est celui que la pensée ne peut pas phagocyter, le Mais dehors. en même temps, c'est ce qui pousse à penser. Et voilà. C'est celui qu'on rencontre, en somme. Et ça circule dans les mêmes années entre Foucault, qui par la suite nuancera sa position, Blanchot et Deleuze. Et c'est extrêmement fascinant, ce jeu de renvoi dans les mêmes années. Est-ce qu'on peut parler, au sujet de Blanchot et de Nietzsche, d'un rapport d'amitié, au sens que Blanchot donne à ce terme, qui est il faut bien préciser, d'ailleurs on en a un peu parlé dans les 2 premières émissions, on va continuer à le faire avec vous un instant, Manola Antonioli, la notion d'amitié chez Blanchot n'a pas le sens qu'on lui donne ordinairement, c'est un sens plus riche que ça. Alors, sur l'amitié, il y a des très beaux textes de Blanchot, notamment dans le livre qui s'intitule L'amitié, mais aussi au début de l'entretien infini, où il échange avec un interlocuteur dont on ne connaîtra pas l'identité, mais qui évoque irrésistiblement Lévinas. Et l'amitié n'est pas fusion chez Blanchot, c'est proximité dans la distance. Moi, ça me fait penser aussi au respect chez Kant, d'une certaine manière. Une proximité dans la distance qui existe entre lui et Lévinas, parce qu'ils sont très proches, ils pensent parfois les mêmes choses, mais ils les pensent de façon très différente, et qui existe aussi post-mortem, d'une certaine manière, entre Blanchot et Nietzsche. Donc il y a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, une interprétation de la part de Blanchot de la pensée de Nietzsche qui n'est pas appropriante, qui garde cette distance, qui est pour Blanchot la marque de l'amitié au sens où on l'entend. Peut-être le maître mot ici, c'est le mot d'interprétation. D'abord parce que c'est un mot nietzschéen par excellence, puisque Nietzsche lui-même expliquait qu'il n'y avait pas de faits, mais que des interprétations. Et dans l'art souverain de se contredire, il dit... Vous allez m'objecter que ce que je viens de dire là n'est pas un fait mais une interprétation, et Nietzsche dit « eh bien tant mieux ». Donc ça ne le gênait pas évidemment de se contredire puisque cette phrase en elle-même est contradictoire. Donc il y a le mot d'interprétation typiquement nietzschéen, et puis le mot d'interprétation, en tout cas en français, est un mot qui renvoie également à l'interprète. Est-ce que Blanchot n'est pas l'interprète de Nietzsche quand lui-même reconduit, fidèle à ses lectures de Nietzsche, le modèle d'une écriture fragmentaire, notamment dans l'écriture du désastre? Ce qui est extrêmement intéressant chez Blanchot, c'est que sa pensée, comme son écriture littéraire dans les textes de fiction, se développe dans une proximité extrême avec les textes qu'il commente. Donc, quand il s'agit de Nietzsche, mais même de Derrida ou de Foucault, ou dans un autre registre de Mallarmé, de Hölderlin, d'Héraclite, il s'agit toujours pour lui d'interpréter l'auteur tout en construisant sa propre philosophie. Et donc, cette adoption de l'écriture fragmentaire qui commence dans l'entretien infini et s'approfondit dans le pas au-delà, l'écriture du désastre, serait effectivement la marque de cette amitié qui le lie à Nietzsche, qui cette fois-là se traduit dans le style. Alors, quand il parle des mots, Blanchot dit « Leur valeur n'est pas de représentation, ils ne figurent rien sauf le vide qu'ils animent sans le déclarer. C'est en effet le vide de la différence que par leur accent ils retiennent, l'empêchant, sans lui donner de forme, de se perdre dans l'indétermination. » On a l'impression qu'il parle des mots finalement comme d'un organe obstacle, au sens que Jean Kelevitch, par exemple, pourrait donner à ça. L'organe obstacle, c'est, prenons la vue c'est ce qui permet de voir, mais c'est ce qui empêche de voir ce qui se passe dans son dos, par exemple. Et qu'en somme, les mots maintiendraient quelque chose, et en même temps, maintiendraient cette chose-là dans ce qu'elle peut avoir d'indéterminé. Ça dépend de l'usage qu'on fait des mots. Donc, notamment quand il parle du fragment, le fragment n'est pas simplement une solution stylistique.
Donc pour lui, il ne s'agit pas simplement d'écrire par aphorisme, par exemple, parce qu'une écriture qui est dans sa forme fragmentaire, qui se développe par aphorisme, peut cacher une profonde aspiration à la continuité. Alors qu'une écriture qui se veut extrêmement classique, avec paragraphes, sous-paragraphes, chapitres, ainsi de suite, se donne comme divisible. Peut par contre cacher une exigence fragmentaire profonde. C'est le cas par exemple de l'écriture de Lévinas, qui a une apparence classique, mais qui en même temps est une écriture profondément fragmentaire, d'une totalité infinie, mais encore plus autrement qu'être de l'adolescence. Mais il y a chez Nietzsche une critique du langage, au sens où le langage est d'essence métaphysique, parce que le langage donne à penser que les choses sont, au lieu de devenir, en somme, et que le langage vitrifie, pétrifie le réel. Et cette critique du langage, Blanchot le reprend à son compte. Est-ce qu'ils ne travaillent pas l'un et l'autre à penser un langage qui soit débarrassé de l'injonction d'avoir un sens ? Ils le travaillent tous les deux, effectivement, par le recours à la forme fragmentaire, par le recours à des formes de style qui essayent de déjouer cette maîtrise du langage sur le réel, qui pourtant, elle a toujours lieu. Donc, il n'existe pas d'écriture fragmentaire, entre guillemets, pure, qui arriverait à échapper à la maîtrise du langage et à toutes les oppositions métaphysiques qui reconduit. Mais il y a toujours une stratégie, dirait Derrida, continuellement renouvelée, qui essaie d'échapper, effectivement, à toute la tradition métaphysique que le langage véhicule. Et peut-être une façon pour les sonorités de s'affranchir du sens. S'affranchir du sens, je ne sais pas, de constituer le sens autrement. Tic-tac, tacati-taquité, tic-tac, tic-tac, tacati-taquité, tic-tac, tic-tac. T'es cocu qu'attends-tu, cuite-toi tes cocus, taca-taca cuité, et quitter ton quartier. Tacati-taquité, ta tactique et tes tocs, ta tactique et tes tocs, tacati-taquité. Ôte ta toque et troque, ton tricot tout crotté, et ta croûte au couteau, qu'on t'attend t'attaquer, contre ta cocoté, quatre écus tout compté, et quitte ton quartier. Tacati-taquité, 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 tacati-taquité. Contrairement aux apparences, ce que dit là Bobby Lapointe, Manola Antonioli, a un sens. Mais ce sens est perdu sous le jeu des sonorités. Qu'est-ce que Blanchot dirait d'une expérience musicale comme celle-là ? Je pense que ça ne l'intéresserait pas du tout. Ça ne l'intéresserait pas du Non. tout, autant pour moi alors. Parce que, et pourquoi ça l'intéresserait pas ? Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de déjouer le sens dans le non-sens, mais de jouer entre la pluralité des sens, le sens et le non-sens, la lumière et l'obscurité. Donc il y a une recherche de sens qui est extrêmement poussée, extrêmement exigeante. Chez Bobby Lapointe aussi. Mais laissons Bobby Lapointe là. On lui consacrera une semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance. Il n'en mérite pas moins. Un moment dans l'article que Blanchot consacre à l'écriture fragmentaire chez Nietzsche, il dit « La lumière est claire, cela veut dire que la lumière se cache, c'est là son trait malicieux. La lumière efface ses traces. Invisible, elle rend visible. Elle garantit la connaissance directe et assure la présence pleine, tandis qu'elle se retient elle-même dans l'indirect et se supprime comme présence. Sa tromperie serait donc de se dérober en une absence rayonnante, infiniment plus obscure qu'aucune obscurité. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire quelque chose d'ailleurs ? Ça veut mettre en scène ce jeu d'échange entre la lumière et l'obscurité qu'on a évoqué au début. Et à ce sujet, le texte le plus frappant de Blanchot sur ce jeu entre lumière et obscurité, c'est un récit qui est La folie du jour, dont Derrida a donné une interprétation magnifique dans le livre qu'il a consacré à Blanchot, qui est Parage, dans lequel effectivement on assiste à ce jeu perpétuel avec la lumière à tous les niveaux, notamment la lumière qui est véhiculée par la tradition métaphysique occidentale. Donc ça veut dire quelque chose. La clarté, Blanchot, la clarté. La non-lumière de la lumière, le non-voir du voir. La lumière est ainsi trompeuse au moins 2 fois, parce qu'elle nous trompe sur elle et nous trompe en donnant pour immédiat ce qui ne l'est pas, comme simple ce qui n'est pas simple. Le jour est un faux jour, non pas parce qu'il y aurait un jour plus vrai, mais parce que la vérité du jour, la vérité sur le jour, est dissimulée par le jour. C'est à cette condition seulement que nous voyons clair, à condition de ne pas voir la clarté elle-même. Ça fait penser à la phrase de Blanchot sur Lévinas, parlant de cette amitié qui éclaire une vie dans ce qu'elle a de plus sombre. Blanchot et Lévinas écrivent tous les deux presque à la même époque, je me souviens plus exactement des dates, sur l'énigme. Donc l'énigme, pas comme quelque chose qui devrait être éclairci, comme ça apparaît parfois chez Hegel, mais l'énigme comme c'est qui est destiné à rester voilé. Donc même à la différence d'Heidegger, il ne s'agit même pas de quelque chose qui est progressivement dévoilé,
mais comme quelque chose qui doit rester voilé. Et c'est sous la forme de l'énigme, par exemple, que Lévinas continue à penser pendant toute son œuvre l'altérité. C'est ça, mais c'est-à-dire que ce qu'ils appellent énigme, en l'occurrence, c'est ce qu'il faut éclairer, non pas éclaircir, mais éclairer, manifester comme énigme, préserver comme énigme. C'est ce dont il faut mettre en lumière. On ne doit pas la dissoudre, en somme. C'est ce dont il faut mettre en lumière, si j'ose le dire, l'obscurité. Donc il faut montrer qu'il y a une obscurité, mais il ne faut pas s'acharner à la traduire en compréhensibilité ou en phrase, en concept compréhensible. Mais est-ce que ça n'est pas ce geste qui semble difficile et difficilement pensable, jeter une lumière sur quelque chose sans pour autant l'éclaircir, mais disons simplement pour en éclairer les obscurités, l'ombre. Est-ce que ce geste-là n'est pas finalement assez naturel, puisque en somme, il n'y aurait pas d'ombre s'il n'y avait pas de lumière? Est-ce que le propre de la lumière n'est pas, non pas de dissiper l'ombre, mais au contraire de la faire apparaître? Il peut être naturel maintenant, alors que nous pensons après Blanchot, Foucault, Deleuze, Derrida, etc. Enfin, l'expérience la plus ordinaire nous y conduit. On n'a pas besoin de lire Blanchot, oui, mais Foucault, Deleuze et Derrida. C'est à quoi Blanchot se réfère, c'est surtout la volonté de clarté de la philosophie, qui a voulu effectivement toujours porter à la lumière et comprendre le réel à l'aide de la lumière de la raison avant tout. Et donc c'est à cette démarche, d'une certaine façon violente, pour revenir encore à Derrida, violence et métaphysique, cette démarche violente et appropriante et éclairante, excessivement éclairante de la philosophie à laquelle Blanchot s'oppose. C'est ça. Mais c'est cette façon qu'on aurait de dévorer le monde par la connaissance. Nietzsche compare, d'ailleurs, restons chez Nietzsche un instant, Nietzsche compare d'ailleurs la connaissance, pensée sur le mode donc violent, hein, le mode appropriatif, je ne sais pas si le mot convient, mais pense la connaissance comme la digestion, dit-il, une façon de réduire la différence à du semblable. Inutile de vous dire ce qu'il imagine par semblable, en l'occurrence. Très différente de la rumination. Oui, très différente de la rumination. Opération oui. Très nécessaire. Voilà. Oui. Mais alors, donc c'est cette façon qu'on aurait d'ingérer le monde en voulant le connaître. C'est typiquement cartésien. Qu'est-ce qui est cartésien? Ingérer le monde en voulant le connaître. Tout à fait. Donc, ce sont des auteurs dans lesquels il y a effectivement une opposition très claire et très nette à ce genre de tradition qu'on pourrait définir cartésienne. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, à ce moment-là, et on va terminer là-dessus, Manuela Antonioli, que pour comprendre le monde, c'est-à-dire d'une certaine façon renoncer à l'expliquer, renoncer à lui imposer le dogme des concepts, la dévoration du concept, est-ce que ça ne veut pas dire que comprendre le monde suppose d'une certaine manière de perdre la tête? Non, ça suppose de respecter la multiplicité du réel, que ce soit chez Nietzsche, chez Blanchot, chez Derrida, chez Deleuze. Il ne s'agit pas de perdre la tête, sauf dans les cas extrêmes, genre la folie de Nietzsche. Je pensais à Michaud, moi, en l'occurrence. Mais... moi, je ne pense pas que Blanchot soit sur cette orientation, même si je pense qu'il y a plusieurs reprises, il parle de Michaud, mais je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un respect de la multiplicité qui doit rester multiple ou de l'altérité qui doit rester autre. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi. Dans le numéro de la Nouvelle Revue Française, d'où est extrait l'article de Blanchot sur Nietzsche, il y a à la page d'avant un article de Ponge qui se termine par cette phrase « Notre paradis, en somme, ne serait-ce pas les autres ?» C'est peut-être une façon de résumer notre conversation. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit.
Merci Manola Antonioli d'être venu nous voir pour parler de Blanchot, Nietzsche, Deleuze, Derrida et tous les autres. Donc, je rappelle que vous êtes docteur en philosophie et sciences sociales, ancienne responsable de séminaire au Collège international de philosophie. Vous avez publié différents ouvrages, nombreux, concernant l'œuvre de Blanchot. On les retrouvera en ligne sur le site de l'émission, le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. J'en cite un, l'écriture de Maurice Blanchot, Fiction et théorie, paru chez Quimet en 1999. Demain, je recevrai Enzo Neppi, professeur de littérature italienne contemporaine à l'Université de Grenoble, à propos de Le livre à venir de Blanchot. Donc c'est l'émission à venir. Demain est également le dernier jour du colloque sur Maurice Blanchot et la philosophie, organisé par Éric Opnaud et Alain Milon à Paris 10 Nanterre. À la technique aujourd'hui, c'était Ariane Herbé. À la réalisation, François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer, et sous la voix de Fabienne Thibault et sur France Culture. Il est 20h.